Après des semaines de bras de fer entre Québec et Ottawa sur le financement de l'accueil des demandeurs d'asile, Ottawa a fait la semaine dernière un premier pas, 100 millions de dollars pour l'hébergement temporaire, loin des 470 millions réclamés par Québec. Et si les négociations sont loin d'être terminées, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, souligne que Québec devra aussi faire son bout de chemin. Mark Miller, bonjour. Bonjour. Mark Miller, ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté, merci d'être avec nous. Vous avez annoncé cette semaine 362 millions de dollars, un petit peu plus, pour aider l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile qui arrivent, entre autres, à Montréal et à Toronto, beaucoup. 100 millions de dollars va à Québec. Ils en demandaient presque un demi-milliard. Vous aviez dit plus tôt durant la semaine, Québec ne sera pas complètement satisfait. Pourquoi c'est très peu par rapport aux demandes? Bien, d'un, je pense qu'il y a des pommes et des poires. D'un, le 100 millions, c'est pour l'hébergement des demandeurs d'asile, ce qui est super important. On fait face à des flux historiques. Le Canada n'est pas exclu. La demande de Québec de 400 millions de dollars et plus relève de plusieurs items qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'hébergement en tant que tel, l'aide sociale, l'aide qui sont fournies aux demandeurs d'asile durant les 2 dernières années. Alors, ce n'est pas nécessairement des montants qui sont complètement ventilés. J'ai reçu une demande d'un paragraphe du gouvernement du Québec. Je n'ai pas l'autorité sous ces items de financer et de compenser le Québec. Mais c'est clair qu'ils ont besoin de compensation, puis on sera toujours là. Mais ça prend une discussion, évidemment, entre gouvernements. Vous avez parlé de répartition, vous avez dit cette semaine, c'est une demande du Québec de dire aidez-nous à les sortir un peu de la région métropolitaine pour faire baisser la pression. Vous avez dit c'est pas du bétail, ces gens-là. Quelle marge de manœuvre vous avez pour bouger ce monde-là d'un bout à l'autre du pays? Bien, c'est vrai, d'un, c'est un exercice humanitaire. On ne peut pas traiter les gens comme du bétail. Ceci étant dit, je pense, comme fédération, on peut faire un travail supplémentaire pour répartir les gens. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Il y a d'ailleurs 5000 personnes qui sont à Niagara dans des hôtels. On les a répartis. C'est pas parfait. Il y a un problème, évidemment, à Niagara de cohésion sociale aussi qui se présente. Mais il faut le faire de façon consensuelle. C'est clair qu'on ne va pas pouvoir pallier complètement au flux disproportionné qui affecte le Québec notamment et l'Ontario, mais on peut faire un effort supplémentaire. Puis il y a des provinces qui les accepteraient de façon volontiers. Vous avez dit la semaine dernière, le Québec doit aussi faire sa part. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à plusieurs égards, je pense que c'est le reflet d'une relation d'égal à égal. Le Québec, oui, a fait plus que sa juste part, mais ils ont du travail à faire. Ils ont du travail à faire quelque part. Question de volonté, question d'intégration. C'est clair que le contrôle à la frontière, c'est fédéral, mais l'intégration d'une personne de plein droit au Québec ou en Ontario, peu importe la province, c'est un travail qui se fait sous les services sociaux des provinces, en vertu duquel le fédéral transfère beaucoup d'argent, transfert social, sans condition. J'ai aussi des revendications au niveau de la réunification familiale au Québec qui traînent par rapport au reste du Canada. Vous voulez dire? Avec les paliers qui sont fixés par Québec. Pour les familles qui veulent rejoindre leur famille québécoise au Québec. Les limites qui sont imposées par Québec. Évidemment, il y a un achalandage et une disproportion, un embouteillage au Québec parce que le Québec fixe un plafond qu'on respecte. Mais là, ça dérape vis-à-vis le reste du Canada. Donc, vous voudriez que le Québec fasse son bout de chemin sur la question des réunifications familiales, c'est ça? Vous l'avez dit, ça? Oh, je l'ai dit très clairement de façon publique, évidemment, directement à la ministre Fréchette. Je pense qu'on peut arriver à une position qui est gagnant-gagnant pour les 2 paliers. Mais là, le fédéral fait face à un achalandage qui est 3 fois plus grand qu'il est au reste du Canada, surtout parce que le Québec fixe un plafond. En termes de chiffres, ça représente une dizaine de mille. Okay, et puis, il y a un backlog de plusieurs milliers de personnes qui attendent de voir une réunification. Puis c'est une question, je pense, de justice sociale, selon moi. Vous avez l'une des demandes, là, on a passé évidemment à la lettre de M. Legault, il y avait une série de demandes. L'une d'entre elles, c'était l'imposition de visas aux voyageurs en provenance du Mexique. Est-ce que c'est vraiment un gros élément du problème, ces voyageurs-là? C'est la chiffrée, je dirais, si on regarde la dernière année, c'est à peu près le quart du problème. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En 2015-2016, on a enlevé le visa envers le Mexique de façon complète, c'est-à-dire que les gens peuvent venir ici du Mexique. C'était un engagement électoral.
mais il y avait des conditions. Puis les conditions avec le Mexique, c'est qu'ils travailleraient pour enrayer les gens qui viendraient ici de façon irrégulière, les trafiquants de drogue qui pourraient utiliser le fait qu'il n'y a pas de visa pour amener de la drogue. La réalité avec le Mexique, c'est que ça n'a pas été à l'appui et qu'on voit un achalandage très important, surtout depuis la dernière année. Alors, la question d'équité, question de gérer le flux à la frontière, il y a une démarche avec le Mexique qui est en cours. Évidemment, c'est un partenaire commercial très important. Il y a des flux de plusieurs milliards qui vont entre les frontières. Alors, question de fermer les vannes sans aviser le Mexique. Le Canada peut faire ce qu'il peut, évidemment, État souverain, mais pas sans conséquence. Et la réalité, c'est que je pense qu'il y a juste un milieu. Et c'est une discussion qui est en cours. Difficile d'en parler publiquement, évidemment, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, comme ministre de l'Immigration, à chaque mot que je dis, puis qui n'ont pas nécessairement les meilleurs intérêts du Canada à cœur. Alors, je ne ferai pas d'annonce publique avant que ça soit complètement ficelé. Mais la crainte, vous, c'est que si vous commencez à être un peu trop précis sur vos intentions, les gens vont débarquer de peur que des visas soient imposés ou que des mesures plus restrictives soient adoptées, c'est ça? C'est possible. Mais c'est clair que les gens passent par l'aéroport. Il faut qu'ils prennent l'avion. Évidemment, il y a un flux qui continue à la frontière, même si le chemin Roxham est fermé. Il ne faut pas se leurrer. Oh, oui, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de Mexicains qui viennent ici. Ils demandent l'asile. Puis si on se fie aux résultats, c'est bien moindre que la normale. Les observateurs ont souvent été très critiques des gens qui sont passés dans ce portefeuille-là avant vous, en disant que l'immigration, c'est un monde compliqué, difficile à gérer, que c'est un gros défi pour le ministre et que c'est rare que quelqu'un finisse par y arriver de façon complète. Comment vous percevez votre ministère? Bien, un peu comme ça aussi. J'adore ce que je fais, d'ailleurs. Et c'est un travail qui est très difficile. Évidemment, c'est très personnel. Au Canada, à peu près tout le monde a une opinion sur l'immigration. Parfois, c'est pas nécessairement une opinion qui est très positive, surtout ces jours-ci. On a augmenté les niveaux, évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre. L'économie en a bénéficié. L'augmentation du PIB s'est faite presque uniquement par l'immigration. Alors, quand les gens me disent de restreindre ou de fermer un peu la vanne, ils ne se posent pas la question sur l'effet que ça peut avoir sur l'économie. Et c'est très important, il faut faire l'analyse. C'est clair qu'il y a beaucoup d'embûches, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis, mais je ne suis pas venu en politique pour faire du surplace, puis j'aime bien les défis. Marc Miller, merci beaucoup. Merci, Daniel.